Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette cérémonie de remise de médailles du CNRS pour la région Hauts-de-France. Je vais me présenter, je suis Stéphanie Barbet, je suis responsable du service communication et médiation scientifique à la délégation régionale du CNRS Hauts-de-France. Et j'ai le plaisir d'animer, pour la énième année consécutive, cette cérémonie de remise des médailles. Je suis ravie, avec mon équipe que vous avez croisée, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme dans cette cérémonie pour que ce soit un beau moment pour tous et tous. Et du coup, je salue aussi les gens qui nous regardent à distance, puisque cette cérémonie est retransmise en direct sur la web télé de l'Université de Lille, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Et sans plus attendre, je vais demander à Vanessa Tocu, déléguée régionale du CNRS Hauts-de-France, de venir prononcer quelques mots. Moi, c'est ma première remise. Donc, j'en appelle à votre indulgence. Bonsoir à tous. Madame la directrice adjointe scientifique de CNRS mathématiques, chère Alexandra. Madame la directrice adjointe scientifique de CNRS sciences informatiques, chère Isabelle. Madame la déléguée régionale académique à la recherche et à l'innovation, je ne suis pas sûre d'avoir vu, chère Fabienne. Monsieur le vice-président recherche de l'université, cher Olivier. Madame la vice-présidente recherche de l'université de Lille, Sandrine Chassagna, qui s'excuse, qui essaiera de nous rejoindre si elle le peut. Madame la directrice de Cristal, chère Clarisse. Monsieur le directeur du LPP, cher Benoît. Monsieur le délégué régional Alpes, ancien délégué régional des Hauts-de-France, très cher Christophe. Madame la représentante de la région Sandrine, chère Sandrine. Mesdames les lauréates, puisque c'est beaucoup de lauréates que nous allons récompenser ce soir, et j'en suis très fière pour les Hauts-de-France, monsieur le lauréat, chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, je commencerai cette allocution d'abord en félicitant chaleureusement les lauréates et les lauréats des médailles du CNRS pour les distinctions qui vont leur être remises ce soir. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en présence des représentants des instituts du CNRS, des représentants de l'État et de l'Université de Lille, afin de vous remettre, au nom du président directeur général du CNRS, monsieur Antoine Petit, ces médailles de bronze et de cristal 2024. Donc, le CNRS, qui est fort de 32 000 agents environ, au service de la recherche, désire honorer tout particulièrement celles et ceux qui repoussent sans relâche le front de la connaissance et qui contribuent dans leur champ et métiers respectifs à l'essor de la recherche et du rayonnement du CNRS. La médaille de cristal, je commence par là, distingue des femmes et des hommes et des équipes, personnel d'appui et de support à la recherche qui, par leur créativité, leur maîtrise technique, leur sens de l'innovation, contribuent aux côtés des chercheuses et des chercheurs à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Ce sont 30 agents qui se sont vus décerner cette année la médaille de cristal individuelle et 13 équipes qui se sont vues décerner la médaille de cristal collectif, et qui représente l'ensemble des métiers de notre établissement. Et cette médaille, j'en suis particulièrement fière. J'ai donc l'immense plaisir de féliciter Madame Sonia Duval, déléguée régionale adjointe, qui est lauréate d'un cristal individuel, ainsi que Mesdames Adeline Danels, assistante ingénieure en virologie, et Audrey Taricone, ingénieure d'études en criblage antiviraux, toutes deux au Centre d'infection et d'immunité de Lille, qui sont lauréates de la médaille collective pour le projet ViroCrib. La médaille de bronze récompense quant à elle les premiers travaux de chercheurs et de chercheuses spécialistes dans leur domaine et les encourage à poursuivre des recherches déjà bien engagées et déjà très fécondes. Ce sont 48 médailles de bronze qui ont été attribuées cette année dans chacune des sections du comité national. Ces mêmes sections auxquelles vous vous êtes présentés il y a quelques années pour rentrer au CNRS et qui vous ont distingué cette année pour recevoir une médaille. J'ai donc l'immense plaisir de féliciter Madame Émilie Kaufmann, chargée de recherche en statistique et informatique au Centre de recherche en informatique signal et automatique de Lille. Et Monsieur Danilo Radchenko, chargé de recherche en mathématiques au laboratoire Paul Painlevé. Avec ces médailles de cristal et de bronze, vous devenez donc toutes et tous
talents du CNRS. Sur le périmètre de la délégation régionale des Hauts-de-France, vous succédez à quelques autres médailles qu'on peut se faire le plaisir de citer. Monsieur Jonathan Lenoir, de Écologie et dynamique des systèmes anthropisés, Éléonore Roussel, du laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules, médaille de bronze tous les deux, Sandra Gérard-Loiseau, au Centre d'histoire judiciaire, Sébastien Janel, ingénieur de recherche au C2IL aussi, et M. Gérald Derbonez, ingénieur également en cristal, tous trois médaillés de cristal ces 2 dernières années, ainsi que l'équipe de l'IUMN et de cristal pour le projet Repotech qui ont reçu la médaille de cristal collectif. On peut aussi citer et se faire plaisir en citant M. Jean-Marie Tarascon, médaille d'or du CNRS, et qui est à la tête du réseau RS2E piloté à Amiens. Et on ne peut que s'en féliciter. La région des Hauts-de-France est donc une région riche de talents et nous pouvons en être très fiers. Alors par cet événement comme celui-ci qui nous rassemble ce soir, c'est bien le dynamisme de nos chercheuses et de nos chercheurs et du personnel d'appui à la recherche et la richesse de notre recherche sur notre territoire des Hauts-de-France qui sont mis aujourd'hui à l'honneur. Ce soir, les projecteurs sont particulièrement tournés vers le cristal, le LPP, le C2IL, mais c'est toute la délégation régionale et tout le territoire qui se trouve distingué à travers vous. Je ne suis déléguée que depuis quelques semaines, mais j'ai déjà pu à plusieurs reprises faire le constat des dynamiques de coopération sur ce site qui sont très fortes et particulièrement actives. Et au travers de l'ensemble des dispositifs structurants que sont les projets d'investissement d'avenir, le protocole avec la région qui est extrêmement fécond, à travers mes premières visites d'unité, à travers des comités des tutelles, je vois un site où les dynamismes de recherche entourés de dynamiques partenariales construisent un écosystème qui est vraiment favorable et qui porte vraiment l'excellence scientifique. Donc en conclusion, je tiens à réaffirmer que c'est un réel plaisir de partager ce moment important avec vous, avec vos proches, et je vous renouvelle mes plus sincères félicitations pour l'ensemble de vos travaux et mes plus vifs encouragements pour ceux que vous accomplirez encore dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Vanessa. J'appelle maintenant Olivier Collot, vice-président recherche à l'Université de Lille, à venir prononcer quelques mots. Bien, merci. Madame la déléguée régionale, chère Vanessa, Mesdames les directrices adjointes scientifiques, chère Alessandra, chère Isabelle, Monsieur le délégué régional Alpes, mais qui fut pendant un certain temps dans les régions de France, Madame la directrice de l'UMR Cristal, Monsieur le directeur de l'UMR LPP, Madame la représentante de la région, Mesdames et Messieurs. Alors c'est un vrai plaisir chaque fois de venir dans cette cérémonie parce qu'elle a l'avantage de mettre en lumière des chercheurs, des personnels d'appui à la recherche qui œuvrent dans les unités que nous partageons, Madame la déléguée régionale, et de montrer les talents et la force de la science qui est développée dans nos unités partagées. On sait que les chercheurs n'aiment pas toujours être mis sur le devant de la scène, et j'en connais une en tout particulier qui n'aime pas monter sur la scène, n'est-ce pas, chère Sonia? Mais cette cérémonie, pour moi, aujourd'hui, elle a une valeur toute particulière. En premier lieu, parce qu'elle récompense une chercheuse qui appartient à une unité qui est très chère à mon cœur, comme vous le savez, et puis parce qu'elle met en lumière aussi un personnel de la délégation avec qui j'ai le bonheur de travailler régulièrement et avec qui c'est un vrai plaisir et c'est d'une efficacité extrême que de travailler les dossiers dans l'intérêt des unités que nous partageons et de leur personnel. C'est évidemment pour moi un grand bonheur que de voir qu'une fois de plus, mon unité de cœur se voit récompensée par une médaille de bronze. Pour tout vous avouer, quand j'ai dû quitter mes fonctions de directeur de l'unité, je m'étais fixé quelques objectifs. Peu le savent. Et en particulier, je m'étais dit, je veux qu'en partant, il y ait une médaille de bronze du CNRS pour un chercheur de l'unité et une ERC. Il se trouve que mes vœux ont été comblés.
parce que la même personne a reçu non seulement une ERC Starting Grant, mais également une médaille de bronze. Cher Rémi, je ne sais pas où tu es, mais voilà, c'est à toi que je veux rendre hommage. Aujourd'hui, avoir une seconde médaille de bronze, ça veut dire que, et c'est vrai également pour le LPP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de vrais talents dans nos unités de recherche. Des gens qui ont exprimé leur expertise, leur soif de faire repousser les frontières de la connaissance en mettant l'énergie qu'il faut pour faire à la fois briller leur science, les UMR auxquels ils appartiennent, mais aussi le site et le territoire des Hauts-de-France. Nous ne savons pas toujours exprimer finalement nos savoir-faire et faire rayonner toute l'expertise et les talents que nous avons, parce que nous avons cette espèce de retenue quand d'autres savent fortement exprimer ce qu'ils font et qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous faisons. Je pense important, pour être vraiment visible sur la carte du monde, pour être rayonnant et visible, il faut savoir aussi exprimer ce que nous faisons. Il ne faut pas avoir honte de nos succès. Il ne faut pas avoir honte de nos talents. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que ces cérémonies ont l'avantage de mettre en lumière les talents que nous avons, qu'ils soient chargés de recherche, donc chercheurs, ou qu'ils soient personnels d'appui à la recherche, parce que ce sont des gens qui, même si individuellement ils sont récompensés, font rayonner aussi le collectif auquel ils appartiennent. C'est aussi parce que les collectifs sont forts autour d'eux que nos collègues sont visibles, sont reconnus et sont distingués. Alors évidemment, tous ceux qui n'appartiennent pas au monde de la recherche ne comprennent pas forcément les clés qui nous amènent à récompenser nos chercheurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues travaillent dur, et c'est mérité qu'ils soient récompensés au travers de ces cérémonies. Voilà, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, c'est un vrai bonheur pour moi que de voir que des gens avec qui je travaille régulièrement sont récompensés ce soir. Merci. Merci Olivier. Donc cette cérémonie des talents va débuter ce soir avec la remise de la médaille de cristal à une personne qu'on connaît très bien, nous à la délégation, qui est donc lauréate pour la seconde année consécutive. Ça va devenir une petite habitude, Sonia. Je vous propose, avant de la prise de parole, de découvrir qui est Sonia. Je suis Sonia Duval, je suis la déléguée régionale adjointe du CNRS Hauts-de-France. Je suis ingénieure en sciences des matériaux et j'ai débuté ma carrière dans le secteur privé sur 2 thématiques particulières, les matériaux à mémoire de forme et les peintures anti-graffiti. En 2000, j'ai souhaité rejoindre la Direction générale des finances publiques et j'ai travaillé dans des domaines variés, allant des ressources humaines jusqu'à la gestion des collectivités territoriales, en passant par la comptabilité de l'impôt. En 2023, j'ai rejoint le délégué régional à la direction de la délégation et ce virage professionnel m'est complètement assumé. Donc mes missions s'articulent autour de 3 axes principaux. Le premier étant la représentation du CNRS en local. Donc je suis la représentante de l'établissement dans les instances de gouvernance des établissements partenaires. La seconde mission qui me tient, j'ai envie de dire, le plus à cœur, c'est l'accompagnement des unités de recherche. La délégation régionale a décliné et conçu une offre de service à destination de ces unités. J'ai participé à la conception et à la réalisation de cette offre de service. Elle reprend l'ensemble des missions d'une délégation régionale et les spécificités de la délégation Hauts-de-France. Cet ensemble de mesures a été retranscrit dans une charte relationnelle que l'ensemble des agents de la délégation a signée individuellement. Et pour moi, c'est un symbole fort de l'engagement des agents pour les unités de la circonscription.
La troisième mission, si je peux résumer, de mes grandes activités, c'est la coordination des services de la délégation. Et je pilote en fait un dispositif de contrôle interne au sein de la délégation. Et ce contrôle interne a été mis en place pour optimiser, capitaliser aussi, et surtout sécuriser nos procédures et nos processus. L'objectif est vraiment d'améliorer en continu tout ce que la délégation peut apporter à nos unités. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est le collectif. Travailler en équipe, au service de la recherche, est une mission pour moi essentielle. J'ai vraiment à cœur de fédérer les équipes, que ce soit en interne ou en externe, pour améliorer constamment les procédures, les process, et rendre un service de qualité à nos unités de recherche. Être au service de la recherche est une mission à mes yeux essentielle parce que notre société a besoin de la science. Recevoir la médaille de cristal du CNRS est pour moi d'une part une grande fierté, c'est une belle récompense personnelle, c'est aussi pour moi une manière de mettre en lumière le collectif parce qu'au sein de la délégation régionale, je ne suis pas seule. On a beaucoup d'agents qui travaillent au quotidien pour nos unités de la circonscription. Et j'aimerais vraiment que cette médaille soit aussi une manière de mettre en valeur l'ensemble des personnels d'appui à la recherche, parce que je suis convaincue qu'ils aident à la progression de la science, au développement des connaissances. Et comme je le disais, la société actuelle a vraiment besoin de science aujourd'hui. J'invite donc Christophe Muller, délégué régional du CNRS Alpes, et je vais redire encore un ancien délégué régional du CNRS Hauts-de-France, à venir prononcer quelques mots. Merci, bonsoir à tous et à tous. Alors, je suis évidemment extrêmement ému d'être présent ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement que j'ai passé 5 très belles années à Lille comme délégué régional. Depuis le mois de septembre, je suis à Grenoble dans un autre contexte. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, et en particulier pour dire quelques mots sur Sonia. Vraiment un grand bravo pour la réalisation du film que je trouve absolument magnifique. Et vous constaterez d'ailleurs que Sonia a beaucoup parlé du CNRS, des équipes, et très peu d'elle, finalement. Donc je vais en profiter et je vais, moi, plutôt parler de Sonia. Donc Sonia, en fait, c'est avant tout une rencontre. Je suis arrivé à Lille en juillet 2019, juste un tout petit peu avant de prendre mes fonctions, et on s'est rencontrés. Voilà, il y a eu une vraie rencontre. Avec du recul, quand on prend un peu d'âge, on s'aperçoit que moi, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qu'on croise comme ça et puis qu'on oublie rapidement, des personnes dont on se dit qu'on aurait mieux fait de ne pas les rencontrer, et puis des personnes comme Sonia, dont on se dit qu'on les a rencontrées trop tard et que parfois ça ne dure pas assez longtemps. Pour autant, effectivement, c'est une vraie rencontre entre nous, et dans cette rencontre-là, on a eu, je dirais, 2 phases principales. La première phase, ça a été effectivement, comme tu le mentionnais tout à l'heure dans le film, c'est la phase d'agent comptable secondaire. Alors on oppose très souvent l'ordonnateur, donc en gros c'est celui qui dépense, et le comptable qui lui par contre est rigoureux, sérieux, qui fait les calculs. Ben, finalement, en fait, je pense qu'on a fait la preuve que l'ordonnateur et le comptable n'étaient pas toujours opposés l'un à l'autre, et au contraire pouvaient travailler de concert. Et il me semble qu'on a mis en place beaucoup de choses extrêmement bénéfiques. Donc ça, c'était notre première phase. Et puis ensuite, parce qu'on se connaissait bien, et puis à un moment donné, voilà, je pense qu'on a réfléchi l'un comme l'autre à ce qu'on pouvait faire ensemble autrement. Et effectivement, quand il a eu l'opportunité en fait de recruter une adjointe, donc Sonia s'est présentée et évidemment a été sélectionnée sans qu'il y ait eu le moindre doute. Alors, pour tout vous dire, en fait, elle m'a mis quand même un gros coup de pression, parce que le jour même où elle a passé son entretien, donc on avait auditionné plusieurs autres candidates, et donc elle, dans une des questions, elle a répondu qu'en fait, elle avait surtout une grande crainte, c'était de s'ennuyer. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de pression sur mes épaules en me disant, finalement, si on prend Sonia, il ne faut surtout pas qu'elle s'ennuie. Donc j'ai veillé ensuite à ce qu'elle ne s'ennuie pas trop,
Bon, je crois que ça va. J'ai pas, en tout cas, sur ce point-là, je n'ai pas failli. Peut-être failli sur d'autres choses, mais pas sur ce point-là. Donc, ça a été un vrai bonheur, un vrai plaisir de travailler avec Sonia, donc d'abord comme agent comptable et puis ensuite comme adjointe, où on a toujours fonctionné en binôme, un vrai binôme, une forme de connexion qu'on dit parfois intergalactique, mais c'est ça, en fait. Il suffit d'échanger des regards pour se comprendre, ce qui est quand même extrêmement rare dans un parcours et dans une carrière, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors, j'ai cherché en fait à vous parler un petit peu de Sonia et j'ai trouvé une façon, pas très, très originale, mais de vous parler de Sonia, et en fait, en me disant qu'il y avait des traits communs entre Sonia et le sport. Alors, je ne sais pas, c'est probablement parce qu'en fait, on sort d'une année de Jeux Olympiques. Bon, peut-être aussi parce que vivre à côté de Sonia, c'est aussi sportif, je crois. Donc, je me suis dit qu'il y avait probablement des choses sur lesquelles on pouvait avoir des traits communs. Donc, Sonia, en fait, ça sort très bien dans le film, c'est d'abord un potentiel individuel énorme. Mais en même temps, c'est aussi une conscience du collectif. Et donc, en fait, on a bien vu dans toutes les épreuves des Jeux Olympiques, à la fois des épreuves individuelles et des épreuves collectives. Et Sonia a un vrai sens du collectif et vraiment essayer de faire en sorte que le meilleur soit tiré de ce collectif. Sonia, c'est aussi la recherche de la performance, comme dans le sport. C'est toujours essayer de repousser les limites, aller plus loin. Je l'ai mentionné dans le film, c'est aussi de l'amélioration continue. Donc c'est essayer toujours d'éprouver les pratiques et toujours avec un objectif qui est d'aller encore plus loin et de faire encore mieux. Et jamais dans le dénigrement, au contraire dans la valorisation individuelle et collective. Et ça, c'est vraiment une force incroyable qu'a Sonia. Pour autant, Sonia, c'est quelqu'un qui se remet aussi en question, qui se questionne, qui doute parfois, mais toujours de façon très, très bénéfique et encore une fois de façon bienveillante et avec un vrai souhait d'aller plus loin, d'aller plus haut et de porter tout le monde vers des horizons plus élevés. Donc, j'ai beaucoup appris en fait au contact de Sonia et je l'en remercie vraiment devant vous. Je me permets de le faire. Aujourd'hui, je suis un espèce d'hybride, donc je suis effectivement dans les fonctions de délégué, mais quelque part avec un tout petit coin de ma tête, un peu comptable aussi, parce que Sonia m'a donné des clés, des réflexes, et je ne suis pas sûr que tous les délégués aient la chance en fait d'avoir croisé un jour un agent comptable tel que Sonia, qui leur aurait permis en fait d'avoir ces quelques clés et ces quelques réflexes qui sont extrêmement utiles. Donc pour terminer sur cette analogie au sport, les JO, effectivement, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze. Bon, le CNRS a des médailles en plus qui n'existent pas aux JO, et tant mieux pour nous, et dont la médaille de cristal. Et c'est cette médaille de cristal que j'ai vraiment le grand plaisir et l'immense honneur de remettre aujourd'hui à Sonia qui, pour l'ensemble de son travail et de ce qu'elle apporte au quotidien à toutes les équipes. Il est assez régulièrement, les médaillés de cristal sont récompensés pour une chose en particulier. Là, pour Sonia, c'est pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Et elle fait beaucoup. Donc, c'est ce cristal-là qu'elle mérite amplement et que je serais vraiment très, très heureux de lui remettre. Et voilà, je t'adresse tous mes remerciements les plus sincères pour tout ce que tu as fait, pour tout le monde, pour moi en particulier. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui. Et puis, merci d'être toi, tout simplement. Merci Christophe. Sonia, je vais te demander de nous rejoindre sur scène. Et si vous pouvez juste vous mettre à l'endroit indiqué pour la... Par contre, il faut que tu prennes la médaille. Ouais. Pour vous remettre la médaille juste là.
Et du coup, Sonia, c'est à toi de jouer. Je suis petite, hein, désolée. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Alors, je vous avoue que c'est un moment un peu particulier, plein d'émotions, parce qu'il y a ma famille présente. Et puis c'est pas facile de parler de soi. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et surtout après un discours comme on vient de l'entendre, et puis après un film comme on vient de voir, qui a été hyper compliqué à tourner. Franchement, j'aime pas ça. Donc je te vois, Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton soutien et ton aide, parce que sans toi, j'y serais jamais arrivée. Donc merci encore. Alors j'espère que je vais pas être trop longue. Je suis désolée, Stéphanie, parce que c'est pas gagné. Ah non. D'autant que moi, je vais vous parler d'administratif. Alors j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer, hein, c'est récurrent chez moi. Mais je profite vraiment de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour expliquer un peu mieux mon métier à ma famille. Alors, souvent on me demande comment je suis arrivée au CNRS. Alors très rapidement, je vais vous vous retracer mon parcours, ça me permettra de répondre à la question. Alors vous l'avez vu dans le film, hein, il y aura peut-être un peu de répétition, mais je suis en fait une scientifique de base. Je suis ingénieure en sciences des matériaux, et donc je suis diplômée de l'école universitaire des ingénieurs de Lille, qui est devenue Polytech, en sciences des matériaux. Et j'ai commencé ma carrière, donc, comme vous avez vu dans le film, dans le secteur privé, sur 2 thématiques. Donc d'abord sur les peintures anti-graffiti en Normandie, ensuite sur les matériaux à mémoire de forme à Strasbourg, et puis j'ai virage à nouveau professionnel. Le premier, je pars en 2000 à la Direction générale des finances publiques, hein, la DGFiP, c'est plus rapide. Et là, je commence ma carrière donc, à la région Alsace en gestion des ressources humaines. Et ensuite, je décide de revenir dans le Nord, Christophe. Moi, j'aime bien ma région. Donc, je suis revenue dans le Nord. Et là, je suis arrivée, j'ai été nommée à la direction régionale de Lille, où là, j'ai travaillé davantage en comptabilité de l'impôt. Donc, compta plus impôt. Et ensuite, en 2007, je suis partie à Noisiel, donc dans la région parisienne, à l'École nationale des finances publiques, pour ensuite, encore une fois, revenir dans le Nord en 2009, où là, je suis nommée, alors c'est pas vraiment le Nord, c'est dans le Pas-de-Calais, où là, je suis nommée adjointe au comptable public de la trésorerie municipale d'Hénin-Beaumont, on la connaît bien, d'Hénin-Beaumont, où là, j'ai en fait piloté la gestion d'une grosse cinquantaine de collectivités territoriales. Mais bon, dans ma tête, j'avais toujours envie de revenir à la science et à la recherche. Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement de ce qui a en fait accéléré ce retour aux sources, si je puis dire. En fait, il est de bon ton, quand on cherche une mobilité fonctionnelle, de contacter sa RRH ou son RRH. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, je lui dis que je veux prendre la direction d'un poste comptable de catégorie C4. Marie-Laure, ça vous parle? Donc, c'est une classification des DGFiP. Et là, il me répond qu'au regard des restructurations au sein de la DGFiP, il serait peut-être plus judicieux d'aller chez Citroën pour obtenir une C4. Ok, donc là, j'en ris maintenant, mais pas à l'époque. Mais bon, ça a accéléré ma recherche d'un autre poste et ailleurs. Et donc, je suis recrutée en détachement à la délégation régionale Hauts-de-France, en qualité d'agent comptable secondaire et responsable du service financier, par Marie-Laure qui est ici présente. Mais bon, je ne me suis pas arrêtée là. Après un peu plus de 6 ans de mandat, je fais le choix pleinement assumé de rejoindre la direction de la délégation en qualité d'adjointe. Donc voilà mon parcours en résumé. Et vous allez me dire, que fait une délégation régionale? Parce que les chercheurs savent bien expliquer leur thématique, mais nous, pour contextualiser un petit peu, je vais vous dire, mais très rapidement, ce que fait une délégation régionale. Au CNRS, je précise. Donc en fait, une délégation régionale, elle a 4 missions essentielles. Alors la première est une mission de représentation, donc représentation dans les instances locales, donc sur le territoire local.
et représentation aussi du CNRS dans, par exemple, l'exécution du budget dans la circonscription ou les responsabilités d'employeurs. Ensuite, on a aussi en délégation régionale une mission d'appui aux unités. Donc là, ça va être par exemple la recherche ou le renforcement de partenariats, la valorisation des travaux issus de la recherche, etc., la protection du potentiel scientifique et technique, voilà, etc. Ensuite, on a une mission de gestion également en délégation régionale. Et donc là, ça va être en fait la mise en œuvre de tous les actes administratifs qui vont, j'ai envie de dire, soutenir les activités des unités et en même temps accompagner les agents qui sont employés par le CNRS. Et enfin, une dernière mission qui va être une mission d'animation et de coordination de la communauté scientifique. Et donc là, en fait, une délégation va favoriser les liens entre les unités ou alors faciliter la mise en relation avec les autres acteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Donc voilà en résumé ce que fait une délégation régionale. Mais voilà, que peut y faire une ACS, donc agent comptable secondaire, puis une déléguée régionale adjointe? Alors, je vous l'ai dit, j'ai commencé par exercer au CNRS une double fonction, celle d'agent comptable secondaire et responsable du service finance, achat et comptabilité. Donc là, en fait, j'animais une équipe de 20 personnes et j'assurais la gestion financière et comptable des recettes et des dépenses de l'établissement. Donc ça passe par la tenue de la comptabilité. Je vois les collègues du SFAC qui savent très bien de quoi je parle. Donc la tenue de la comptabilité, le paiement des factures, le recouvrement des recettes, la tarification des plateformes technologiques, les audits de laboratoire, je vois certains DU, les audits de laboratoire et aussi des activités pour le compte de l'ordonnateur secondaire, donc comme les marchés publics. Mais enfin, je ne faisais pas ça toute seule. Je pouvais compter sur une équipe solide, donc de 20 personnes, et très dynamique, et j'en garde de très bons souvenirs. Et ils savent, ils pourront vous le dire plus tard, ils savent que pour moi, c'est vraiment primordial d'accompagner au mieux les unités de recherche de la circonscription. Et donc, j'ai créé plusieurs guides pratiques, en fait, à destination des gestionnaires pour les aider à s'approprier la réglementation. Alors, je regarde Marie-Laure, il ne s'agissait surtout pas de se substituer à la réglementation en vigueur, mais en fait de résumer toute la documentation, toute la doctrine sur un sujet précis et de permettre aux gestionnaires de laboratoire de s'approprier plus facilement toute cette réglementation. Et donc ça, c'était pour le côté ACS responsable du SFAC. Et ensuite, en 2023, de manière totalement assumée, j'insiste, je rejoins la direction de la délégation régionale en qualité d'adjointe. Et donc là, je suis désolée, mais je vais vous répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans le film. Donc là, en tant que déléguée régionale adjointe, donc vous avez vu, je mets en œuvre localement les orientations politiques et stratégiques du CNRS. Donc ça passe par une représentation dans les instances de gouvernance de certains établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'objectif, en fait, c'est vraiment de veiller aux intérêts de nos unités et de positionner l'établissement à sa juste place. Et je suis amenée aussi à remplacer donc, le délégué, mais maintenant la déléguée régionale en cas d'empêchement. Et je m'implique aussi, et ça j'y tiens, dans le SRESRI de la région des Hauts-de-France. Je vais juste dire ce qu'est l'acronyme, Sandrine, pour ma famille. Donc c'est le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc en fait, juste à titre d'exemple, fin novembre, on a, avec 2 collaboratrices, on a fait le bilan de nos actions et on a aussi travaillé collectivement à la préparation de la nouvelle feuille de route. Et un sujet qu'on aime bien aussi, avec Olivier notamment, on s'implique au CNRS dans l'expérimentation nationale de simplification administrative qui est portée par l'Université de Lille. Et en fait, cette expérimentation vise à répondre au plan d'action national qui a été impulsé par le ministère. Alors une autre partie, et c'est celle qui me tient vraiment le plus à cœur, j'ai envie de dire, c'est l'accompagnement des unités. Et donc,
En fait, c'est vraiment, pour moi, une délégation régionale n'existe pas sans les unités de recherche. Et nos missions ont réellement un sens, et j'y tiens, c'est permettre à la science d'avancer. Vous avez vu, hein, je l'ai dit à 2 reprises dans le film, ça m'a surprise d'ailleurs, vraiment la société actuelle a plus que jamais besoin de la science, on le voit un peu partout. Et donc j'ai vraiment à cœur que la délégation régionale offre un service de qualité aux unités de la circonscription. Et donc j'ai vraiment participé à la conception et à la déclinaison de l'offre de services que la délégation propose à l'ensemble de ces unités. Alors cette offre de services, elle va clarifier les processus, elle va décrire les actions, s'engager surtout sur des engagements, les bénéfices et des engagements à destination de nos unités de recherche. Et ces engagements, et c'est pour moi, je le disais dans le film, un symbole important, ces engagements ont été rassemblés, si je puis dire, dans une charte relationnelle dans laquelle sont vraiment décrites les valeurs professionnelles et interpersonnelles qui permettent à chaque agent de se retrouver. Et elle a été signée, j'insiste vraiment, individuellement par chacun des agents de la délégation. Donc c'est vraiment un symbole fort de l'engagement des agents de l'ADR pour les unités de recherche. Et enfin, une dernière de mes actions, enfin un dernier axe de mes actions, ça va être d'exercer en fait un management transverse des responsables de service, toujours dans le souci constant d'apporter un service de qualité aux unités et toujours dans une logique de simplification, ça ce sont les termes que tous les connaissent, de simplification, d'optimisation et de sécurisation de nos procédures et de nos processus. Et en fait, dans ce cadre-là, de cette triptyque, je pilote un dispositif de contrôle interne au sein de la délégation, et ce dispositif vise vraiment à maîtriser les risques, à cadrer, voire encadrer les pratiques, pour prévenir aussi les éventuelles dérives, et surtout dans le contexte qui a changé, le contexte du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires. Alors encore une fois, je vous rassure, je ne fais pas ça toute seule, heureusement, sinon là je ne dors plus. Et en fait, dans mon métier, je suis vraiment animée par le collectif et les personnes pour qui et avec qui je travaille. Pour moi, en fait, travailler en équipe au service de la recherche est une mission majeure, et c'est une mission à laquelle je suis vraiment fière de contribuer. Et j'ai vraiment à cœur de fédérer l'ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs autour de cette mission. Et au quotidien, je tiens vraiment à capitaliser et à transformer toute l'expérience acquise, quelle qu'elle soit, en connaissances et en pratiques partageables et partagées. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens vraiment. Et donc, en résumé, vous l'aurez vu, pour moi en tout cas, j'exerce un métier qui est très riche, varié et enrichissant tant professionnellement qu'humainement. Alors, il est vrai que, je vous l'ai dit dans le film, que cette médaille de cristal est une très belle reconnaissance personnelle, individuelle, et que en qualité de personnel, on va dire support à la recherche, je contribue, à mon échelle certes, à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Mais c'est vraiment, et j'insiste vraiment, c'est une récompense collective qui permet de mettre en valeur tout le travail qui a été mené au sein de la délégation régionale, pour rendre le meilleur service possible à nos unités de recherche. Et plus généralement encore, je souhaite vraiment que cette médaille mette en lumière l'ensemble des personnels, les personnels support à la recherche, qui, j'en suis vraiment convaincue, aident à l'avancée des connaissances. Et enfin, un petit mot, c'est mon côté légèrement féministe. J'aimerais vraiment que cette médaille donne aussi le courage à certaines femmes de lutter contre ce plafond de verre qui les empêche d'avancer et d'accéder à des postes à forte responsabilité. Et enfin, je voudrais vous remercier, toutes et tous. Ça marche plus. Ah, je vais trop vite, pardon. Alors, je sais que c'est une tradition, mais vraiment, c'est sincère. Je voudrais tout d'abord remercier le SFAC, vraiment, de m'avoir suivi
d'avoir cru en mes idées d'amélioration continue. Alors je sais que pour certains ou certaines, ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons vraiment collectivement redonné toute sa place aux services financiers au sein de la délégation. Et nous avons même travaillé avec les unités de recherche pour sécuriser les financements publics de la recherche. Alors, merci à vous, les représentants du SFAC, là au fond. Je voulais aussi remercier les chefs de service de la délégation. Parce qu'en fait, je suis passée de chef de service, donc collègue chef de service, à délégation régionale adjointe, même déléguée régionale par intérim. Et je sais que ce n'est pas toujours quelque chose de forcément évident. Donc vraiment, je voulais les remercier pour leur soutien et leur compréhension. Enfin, merci aux agents aussi. Alors, je vois des gens du SPV et puis d'autres de la com, du SPPS. Donc, merci à tous les agents d'être présents et en plus, pour tout le travail qu'on a mené au sein de la délégation depuis 8 ans presque maintenant. Le temps passe vite. Enfin, merci un grand merci à Marie-Laure Inizan-Héré. Alors, maintenant, Madame Marie-Laure Inizan, mais Antoine, mon fils, connaît par cœur votre nom, Marie-Laure Inizan-Héré. Il le connaît par cœur. Donc c'est pour ça que je le dis en entier. Donc merci d'avoir cru en moi, Marie-Laure, en me recrutant au CNRS, de m'avoir soutenue durant les premières années avec l'ordonnateur secondaire de l'époque, c'était pas Christophe, de l'époque. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez été là pour moi, alors je vous en remercie. Et merci aussi d'avoir fait le déplacement pour être présente aujourd'hui à cette cérémonie. D'autant que vous avez quitté le CNRS depuis un peu plus de 2 ans, voire peut-être 3 maintenant, bientôt. Alors vraiment, merci Marie-Laure. Et comme je vous l'ai dit, un grand merci aussi à notre ancien délégué régional, Christophe Miller. Bon, là, je suis un peu émue. Je tiens vraiment à te remercier, Christophe, d'une part, d'avoir fait le voyage depuis Grenoble. Je sais pas, tout près. Et puis parce que ta charge là-bas est vraiment colossale. Je le sais. Tu sais combien je tenais à ta présence ce soir et je te remercie vraiment infiniment d'être présent ce soir. Pour ton discours aussi, j'en méritais vraiment pas tant. Merci pour ta confiance indéfectible durant ces 5 années de collaboration, ta bienveillance, ta transparence, la comptable que j'ai été comptable, la comptable que j'ai été, te remercie de l'avoir laissé mener les chantiers qu'elle voulait entreprendre. Merci de m'avoir permis aussi de m'investir dans les groupes de travail nationaux auxquels j'avais vraiment envie de participer. Merci aussi de m'avoir laissé faire progresser le SFAC comme je l'entendais et surtout d'avoir soutenu le service en termes de ressources. Ça nous a permis en fait de redonner toute sa place au service au sein de la délégation, et pour ça, je t'en suis vraiment, entre autres, extrêmement reconnaissante. Et merci aussi, alors je peux même inclure Marie-Laure, de m'avoir soutenue pendant la mission de vérification de l'inspection générale des finances, qui a été très éprouvante et très anxiogène. Alors merci à tous les deux pour ça. Puis en 2023, Christophe, tu acceptes que je te rejoigne à la direction de la délégation. Tu prends le risque que je rejoigne le côté obscur de la force après tant d'années de comptable. Oui, c'est un petit jeu, le comptable, l'ordonnateur, le côté obscur de la force. Et en fait, ces 15 mois de collaboration ont été vraiment riches de partage, de travail collaboratif et toujours en confiance et en totale transparence. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour piloter une délégation régionale. Alors, j'ai vraiment énormément appris à tes côtés, c'est pas l'inverse, comme tu l'as dit. Je souhaite vraiment capitaliser tout cet acquis pour l'avenir, pour mes expériences futures. Et vraiment, un merci énorme à toi pour ce binôme que nous avons formé. Et cette médaille, je te la dois, vraiment. Et ne me dis pas le contraire. Et je tiens aussi à remercier ma famille et mes amis d'être présents ce soir. Certains viennent de loin. J'en suis extrêmement touchée. Désolée. Et un merci tout particulier à mes parents. Je ne vous regarde pas. Pour les valeurs inculquées, telles que le goût du travail et de l'effort, la volonté de se dépasser et de ne jamais abandonner. Et les valeurs humaines telles que l'humilité, le respect et l'honnêteté.
Je remercie également mon mari et mes enfants. Pardon. Je partage avec eux cette récompense parce qu'ils me soutiennent vraiment et sont présents à mes côtés au quotidien. Ils acceptent le poids de ce métier, réellement, qui vraiment me passionne, et c'est une chance énorme qu'ils me laissent travailler comme je l'entends et ainsi m'épanouir dans mon travail. Alors 1000 fois merci à vous, Yvick, Élise, Camille et Antoine. Et avant de terminer, désolée Stéphanie, promis, j'ai bientôt fini, je voudrais juste adresser un petit message à mes enfants. Alors effectivement, travailler au CNRS n'est pas de tout repos, je vous le dis souvent, mais le goût de l'effort, l'investissement dans ce qu'on entreprend, la curiosité permettent de belles réussites. Et quand on veut quelque chose, il ne faut jamais abandonner et se donner les moyens d'aller au bout. Évidemment, on peut se tromper, on peut échouer, on peut tomber, mais ce n'est pas grave. Il faut se relever, capitaliser, et puis aller jusqu'au bout et aller de l'avant pour progresser. Merci à toutes et tous. Alors, je vais récupérer ça. Je vais inviter Christophe et Vanessa à remonter sur scène. Hop, tu prends ta médaille et vous venez vraiment sur le scotch. Dessus. Voilà. Bravo Sonia, on peut l'applaudir. Nous allons donc maintenant poursuivre cette cérémonie avec la remise de la médaille de bronze, cette fois à Danilo Radchenko. Mais d'abord, on va regarder quelques images pour découvrir son parcours et ses activités de recherche. My name is Danilo Radchenko. I'm a CNRS researcher at the laboratory of Paul Pont-Levé. I'm working in mathematics. I obtained my degree in Bonn in 2016. Since then, I've been working mainly in Europe, and I arrived in CNRS as a chargé de recherche in 2022. So my main research topic nowadays is connected with the ERC starting grant that I obtained in 2022. And the topic of this grant and the main direction of my research has to do with the so-called energy minimization problem in 2 dimensions. And more specifically, it asks to prove universal optimality of a certain set in 2 dimensions. And the certain set in 2 dimensions is something many people have seen in their lives many times. It's something essentially related to honeycombs. It's so-called triangular lattice or triangular grid. And the question is to prove that triangular grid is the best way to arrange points in 2 dimensions. And this question comes from material science, but it has many other direct applications in physics. For example, it related to Abrikosov's conjecture in superconductivity theory. And I'm trying to develop new tools in Fourier analysis and in modular form theory to attack the problem of universal optimality in 2 dimensions. So this is one of the main projects I'm working on, but I'm working on several other projects of geometric flavor. For example, recently I have worked with several people, Andriy Arman, Andriy Bondarenko, Fedya Nazarov and Andriy Primak, and we have discovered new bodies of constant widths in all dimensions, which have very small volume in comparison to unit balls. And for example, I have these 2 bodies here, which are the examples of the constructions that we give in 3 dimensions. The project Universal Optimality is motivated by applications in physics, and I'm working on it in collaboration with Marina Wiazowska, who is a professor at EPFL in Lausanne, and Stephen Miller, who is a professor at Rutgers University. I really like working in mathematics in general. What I like working at CNRS is that I have almost complete freedom to do the research I like, to push it in the directions I find interesting, having very little in terms of time constraints and having plenty of time to discuss with my colleagues, to discuss different interesting problems, to travel to conferences, to go to seminars, give talks.
And I think that CNRS position for a research mathematician like myself, it's almost a perfect place to work at. What in general interests me when I come into my office every day, what interests me in mathematics, is that every day I can start looking at something, trying to solve a problem, and I start with one point of view, and in the middle of the day I can find something completely new, completely surprising and interesting, and this kind of feel of surprise is what motivates me every day. And of course it doesn't happen every day that you find something really interesting and surprising, but when it happens I'm very happy. I'm very happy to receive this award from CNRS. It's a great honor for me to be recognized for my research and my work, and this is a very happy moment for me. J'invite donc Benoît Fraisse, directeur du laboratoire Paul Painlevé, à venir prononcer quelques mots. Bonsoir, chers collègues, bonsoir à tous. Très heureux de pouvoir célébrer Danilo et ses travaux. Cette cérémonie de médailles et de cristal du Sénat. Pas être trop cérémonieux quand même. On m'a demandé de préparer un discours, non, de le dire un discours, mais pas de le préparer, donc j'étais pas. donc effectivement, donc Danilo est, comme dit dans le message, il est chargé de recherche, il a rejoint le laboratoire en 2022, chargé de recherche au CNRS, et on est très heureux de l'avoir recruté. Il vient d'un parcours très brillant, avec des débuts typiques, des études très brillantes dans le système ukrainien, le lycée, et puis ensuite au début à l'université. Alors je préviens le CNRS, ce n'est pas la première médaille de bronze qu'il a, il a même eu une médaille d'or avant aux Olympiades de mathématiques. J'ai révisé les dossiers. On espère qu'il continuera dans les médailles au CNRS. Et donc, un petit peu pour poursuivre, hein, donc ce qui a été dit, donc il a obtenu sa thèse à Bonn, hein, je vais y revenir, et puis ensuite, il a fait quelques post-doc en Europe, hein, puis à le THZ, avant de rejoindre le laboratoire et le CNRS. Pour revenir un petit peu à ce qui a été dit, hein, sa thèse, il l'a soutenue à Bonn, à l'université en 2016. Alors sur le sujet, c'était un petit peu la place où il fallait être à ce moment-là. Alors, je vais essayer d'écrire les travaux. Alors, malheureusement, il y a aussi un problème d'organisation. Il n'y a pas de tableau noir. Pour les mathématiques, c'est embêtant. Donc, son sujet, c'est les empilements le sujet initial, l'origine, c'est les empilements de sphères. On essaye de trouver dans différentes dimensions les empilements les plus compacts possibles de sphères. Donc, en dimension 2, donc les empilements de disques, l'empilement le plus compact, ça va être réalisé par le réseau hexagonal ou triangulaire qu'on a vu dans la petite vidéo. En dimension 3, c'est les empilements les plus compacts, on les voit tous les jours sur le marché, hein, puisqu'en général, les empilements d'orange sont ceux qui me permettent de mettre le plus de sphères possible dans le minimum de volume donné. Alors, il se trouve que c'est le problème de Kepler. Donc Kepler, ça date du XVIIe siècle. Alors je ne sais pas si le problème a été posé par Kepler ou autre, hein, mais c'est un problème qui a une longue histoire. En dimension 3, il a été résolu, c'est très compliqué, toute une histoire compliquée. Il a été résolu au milieu des années 90, un mathématicien américain à Stanford. Et la preuve a mis du temps à être acceptée parce qu'il y avait des parties de vérification d'informatique. Et là où Danilo intervient, c'est dans les questions, quand on se pose en dimension plus grande. Donc en dimension 3, on arrive à bien imaginer. Les mathématiciens arrivent aussi à imaginer des dimensions 8 et 24. Et il se trouve qu'en dimension 8 et 24, on arrive à résoudre le problème parce qu'il y a des réseaux, donc qui n'ont pas été représentés ici dans le... Là, il faudrait trouver un dispositif pour représenter des réseaux en dimension 8 sur l'écran, ou 24. Parce qu'il y a des réseaux qui sont très très grands, qui sont connus en mathématiques. Le réseau en dimension 8, c'est le réseau 8. En dimension 4, c'est le réseau 24. Et il y avait des premiers travaux des personnes qui étaient mentionnées aussi, c'est Kohn et Kumar, qui donnaient des bornes optimales. Et alors il y a une percée à Bonn de Marina Wiazowska en 2013, sa thèse, où elle a introduit des méthodes d'interpolation de Fourier qui ont permis de résoudre le problème en dimension 8. Et ensuite,
pendant la période de thèse et juste après en 2017, Danilo est intervenu dans une collaboration avec Marina Wiazowska qui a permis de résoudre le problème en dimension 24. Ça fait 4 dimensions pendant lesquelles on sait résoudre ce problème, 2, 3, 8 et 24. Et donc ça, c'est des travaux initiaux qui mélangent des méthodes de mathématiques qu'on appelle de combinatoire et d'optimisation et les techniques d'interpolation de Fourier, qui sont des techniques où on essaie de comprendre des phénomènes en faisant des échantillonnages en fréquence et en espace. Et la poursuite des travaux qui a été un petit peu présentés, qui mènent au laboratoire actuellement, c'est sur une conjecture qui s'appelle la conjecture de Kohn-Kumar. Donc en mathématiques, on aime bien généraliser. Donc là, on a un problème d'optimisation de volume. On se dit un volume, c'est une fonction de potentiel particulière. On veut chercher à trouver des configurations de sphères qui optimisent ces fonctions potentielles, toutes les fonctions potentielles possibles. Et la conjecture de Kohn-Kumar dit que les solutions qu'on a trouvées pour le volume, en dimension 2, 8 et 24, donnent aussi des optimisations pour tous les potentiels. Donc la collaboration qui a été poursuivie avec Stephen Miller, qui était mentionné, Kohn-Kumar et Marina Wiazowska, a permis de résoudre cette conjecture en dimension 8 et 24. Là, le travail actuel va le mener à la médaille d'or, c'est la résolution de la conjecture en dimension 2. Donc merci Danilo pour avoir rejoint le laboratoire, pour tout le travail que tu fais dans le laboratoire, toutes les belles présentations de belles mathématiques que tu as fait à diverses occasions. Et puis donc félicitations pour cette médaille de bronze et aussi donc pour le prix de l'EMS que tu as eu pour ces recherches pendant l'été. Merci. Merci Benoît. Je vais maintenant inviter Alessandra Sarti, directrice adjointe scientifique de CNRS Mathématiques, à venir prononcer quelques mots. Chers collègues, chère Vanessa, cher Olivier, cher Benoît, chère Isabelle et cher Danilo. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour remettre cette médaille de bronze à Danilo Radchenko. Beaucoup a été dit, mais quelques mots des présentations de Danilo. Après ses études de mathématiques en Ukraine et au Canada, Danilo soutient sa thèse à l'Université de Bonn en juillet 2016 sous la direction de Don Zagier. Il sera ensuite postdoctorant dans plusieurs endroits en Europe, l'Abdus Salam International Center for Theoretical Physics à Trieste, en Italie, à l'Institut Max Planck à Bonn, en Allemagne, et enfin il sera Hermann Weyl Instructor à l'Institut pour la recherche en mathématiques à Zurich, en Suisse. Il est recruté chercheur CNRS en février 2022 au laboratoire Paul Painlevé. Le domaine de recherche de Danilo est entre l'analyse, la théorie des nombres et la combinatoire. L'un des thèmes centraux dans tes travaux de recherche, on l'a vu tout à l'heure, c'est en effet l'étude des réseaux et de leurs propriétés. En 2017, Danilo tient un résultat spectaculaire en collaboration avec Kohn, Kumar, Miller et Marina Wiazowska, en démontrant que le réseau de Licht en dimension 24 est en effet le réseau le plus dense. Qu'est-ce que veut dire la densité? Quelques mots pour expliquer celle-là, Benoît a déjà expliqué un peu. La densité d'un réseau peut être facilement expliquée avec les problèmes de l'empilement des sphères. Il s'agit d'un problème classique et très difficile en mathématiques. La question est simple. En effet, on veut savoir quel est l'empilement optimal, par exemple des oranges ou des boulets de canon, comment on peut occuper au mieux l'espace, comment on peut au mieux les disposer afin de tout remplir. Eh bien, en dimension 3, le meilleur empilement des sphères est obtenu grâce à ce qu'on appelle l'arrangement spatial des sphères. Et là, c'est un résultat assez classique. Ça vient encore de la conjecture de Johannes Kepler, 1611, et après a été démontré plus tard, en 1998, par Thomas Hales. On voit la difficulté du problème, ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir une démonstration. Et comme Benoît l'a dit, ça a pris plusieurs années afin que cette démonstration soit contrôlée par des référés et démontrer que cette démonstration était correcte. En dimension plus grande, les résultats sont partiels. Donc, il y a des réseaux qui sont des bons candidats pour être des réseaux qui donnent la meilleure densité. Effectivement, en dimension 24, c'est les réseaux de Licht.
Et ça n'était pas démontré jusqu'au résultat de Danilo et ses collaborateurs. Rappelons aussi qu'une de ses collaboratrices est Marina Wiazowska. Marina Wiazowska, le nom doit rappeler quelque chose parce que c'est la deuxième femme qui a obtenu la médaille Fields en 2022. Et une bonne partie des travaux de Marina, pour lesquels elle a obtenu la médaille Fields, était en collaboration avec Danilo. Le papier que j'ai mentionné, où ils ont prouvé cette densité du réseau de Leach, est un papier qui a été publié à Annals of Mathematics. Annals of Mathematics, il faut savoir, c'est la plus haute revue en mathématiques. Eh bien, Danilo ne s'est pas arrêté là, parce que peu après, avec ses collaborateurs, a republié en Annals of Mathematics. Une revue où c'est extrêmement difficile et les résultats spectaculaires qu'il a obtenus, c'est impressionnant. Les résultats de ces publications ont un impact énorme dans les théories des nombres, l'analyse et la géométrie, l'interpolation de Fourier. Une des grandes capacités de Danilo est de mélanger des techniques des mathématiques très difficiles, variées et sophistiquées. Danilo a obtenu aussi un autre prix prestigieux récemment, c'est le prestigieux prix de la European Mathematical Society, qui a obtenu cette année à Séville lors de l'European Congress of Mathematics. C'est un gros plaisir de le voir avoir cette récompense cet été. Il a aussi obtenu récemment un ERC Starting Grant sous l'étude des réseaux hexagonaux et le fait qu'il soit universellement optimal. C'est un des projets dont il a parlé tout à l'heure, un projet très ambitieux. Et qui en plus a des liens avec d'autres domaines, non seulement des mathématiques, d'autres sciences, avec les sciences des matériaux, parce qu'il est lié aux configurations des particules en basse dimension. Mais Danilo Radchenko contribue aussi à la vie locale dans le laboratoire Paul Painlevé, où il co-organise le séminaire de géométrie dynamique, depuis septembre 2022, avec Gabriel Pallier. Et lors du dialogue Objectif Ressources du laboratoire Paul Painlevé en 2022, j'ai eu l'occasion d'écouter un exposé de Danilo. Et ses résultats m'ont impressionné. Danilo a été invité dans plusieurs congrès internationaux, donc on ne compterait pas toutes les invitations qu'il a eues, mais par exemple dans les prestigieux Mathematisches Institut à Oberwolfach, et puis plusieurs invitations, que ce soit l'Angleterre, l'Autriche, la Norvège, l'Espagne, les États-Unis, et beaucoup d'autres. En tant que géomètre algébriste, je suis intéressée à la surface K3. Ce sont des objets qui ont des liens forts avec les réseaux. Et j'ai eu ainsi l'occasion de toucher aux objets étudiés par Danilo. Et je suis fascinée par ses travaux où il combine autant de techniques. Le laboratoire Paul Painlevé, dirigé par Benoît Fraisse, est un endroit stimulant et idéal pour mener son activité de recherche. Et Danilo a très bien su s'intégrer. Je souhaite donc à Danilo de continuer cette remarquable carrière de chercheur, de continuer à publier des résultats importants et profonds, de continuer à faire des magnifiques mathématiques et de transmettre aussi son savoir grâce à cet ERC, où il pourra recruter plusieurs postdocs. Donc, Danilo Radchenko, mathématicien brillant, qui mérite pleinement cette médaille de bronze, et je le félicite très, très sincèrement. Sur scène. Je vous invite à prendre sa médaille et à vous mettre juste sur la pour la remise. Alors, j'ai décidé de faire ça en français. Préparez-vous. Bonsoir à tous. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Je veux commencer par remercier quelques personnes. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à ma famille, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, mais qui m'a toujours soutenu. Un grand merci aussi à Julia Simic, qui vous pouvez voir ici,
Je voudrais dire un grand merci à lui pour son soutien et sa patience infinie. Je voudrais également remercier des membres de mon équipe, Gabriel, Marc, spécialement un grand merci à Léonide, et aussi à Isabelle et à Livio. Et un grand merci à Benoît pour son aide précieuse à toutes les administratifs, toutes les affaires administratives qui sont nombreuses. Il y a beaucoup d'autres personnes à qui je voudrais dire merci, mais si même ils ne sont mentionnés pas ici, je veux dire merci tout à cas à toutes et à tous. Alors, beaucoup de choses. Alors, je vais présenter mes travaux en 2 slides. Ce n'est pas très facile, spécialement pour mathématiciens, parce que je dois être très imprécis et vague, alors que la recherche mathématique doit être précise et rigoureuse. Mais heureusement, l'une des choses de lesquelles je travaille est facile à expliquer visuellement. Et c'était mentionné aussi par Benoît et par Alessandra. Dans une phrase, ce qui m'intéresse, c'est les raisons pourquoi les situations, vous pouvez voir dans les 2 images en bas, pourquoi cette situation se produit. Ce qui intéresse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a régularité dans l'empilage des oranges. Cela c'est gouverné, c'est régi par des principes similaires à ceux responsables de la formation de Christ. Et d'une manière miraculeuse, cela est lié au sujet de l'analyse Fourier et aussi à la théorie de forme modulaire, qui me fascine. Dans le coin en haut à gauche, vous pouvez voir une situation différente, une situation pas en 2 dimensions, ou 3, ou même 4 dimensions, mais en 8 dimensions. Et c'est la situation plus simple. Parce que c'est en partie de mystère que dans les dimensions 8 et 24, la vie des sphères est plus simple qu'en dimension 3 et 2. Alors, avant de continuer, je veux dire quelque chose sur mon travail vrai. Mon vrai travail, ce n'est pas visuel du tout. Il ressemble plutôt à l'image à gauche. Alors, c'est juste une pile de chiffres dans un fichier texte, dans un ordinateur. Et c'est mon travail vrai. Alors, enfin, sur cette slide, il y a un autre thème qui est facile à présenter visuellement. Ce que vous voyez à droite, ce sont des courbes de largeur constante. C'est à droite. C'est-à-dire des formes qui ont la même largeur dans toutes les directions. Un exemple évident est un cercle ou une balle, mais il y a beaucoup d'autres formes. Il existe des objets similaires dans toutes les dimensions, mais ils sont difficiles à construire.
Ce que nous avons découvert, c'est une famille de telles formes dans toutes les dimensions qui sont... qui sont beaucoup plus petites que la balle. Cela a en fait résolu un problème posé par Oded Schramm. Ce que vous voyez sur cette image est notre construction dans dimension 2, 3 et 4. Et aussi à gauche, vous pouvez voir mes collaborateurs. Et c'est des amis très précieuses. C'est les trois Andriy. Andriy Bondarenko, Andriy Arman et Andriy Primak. Ils sont mes amis de longue date d'Ukraine et ils font partie des principaux coupables pour mon choix de carrière académique. Merci à tous, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Alors, vas-y, tu peux prendre ta médaille et je vais demander à Olivier, Vanessa, Benoît, Alessandra de revenir sur scène pour faire la photo juste à l'endroit de la croix, s'il vous plaît. Merci. Félicitations Danilo. Nous allons donc poursuivre la soirée avec la remise de la médaille de bronze à Émilie Kaufmann. Mais d'abord, je vous propose, comme pour les précédents lauréats, de la découvrir avec quelques images. Je m'appelle Émilie Kaufmann, je suis chargée de recherche au CNRS. J'ai une formation de mathématicienne et j'ai suivi un peu par hasard en M2 dans le domaine des mathématiques appliquées à l'apprentissage automatique. Et c'est là que j'ai découvert déjà mon amour de la thématique. L'apprentissage séquentiel, c'est quoi? C'est un domaine à l'intersection entre les statistiques et l'informatique, ou au contraire de beaucoup de tâches d'apprentissage où on dispose d'une grande masse de données et où on doit faire des tâches de prédiction. Là, on est dans un domaine où on va influencer le processus de collection des données en décidant quelle action faire et en observant donc un outcome et donc des données qui s'accumulent. Un modèle que j'ai beaucoup étudié les dernières années, c'est on va dire le modèle le plus simple d'apprentissage par renforcement qui est celui du bandit. C'est un vieux nom pour bandit manchot ou bandit à un bras pour une machine à sous parce qu'on peut tirer son bras. Toujours pas, et observer une récompense. Dans le modèle de bandit, il s'agit du modèle de bandit à plusieurs bras, où on n'a pas une seule de ces machines à sous, mais on s'imagine dans un casino avec un grand nombre de machines à sous. Et à chaque instant, on va pouvoir tirer un seul des bras. On peut changer de bras, essayer différentes machines, dans le but, par exemple, de maximiser son gain. Et en fait, donc, un bandit se réfère à une situation plus générale où on est face à plusieurs actions que l'on peut essayer et qui ont justement des outcomes aléatoires. Ce qu'on a fait avec des collègues, c'est un peu revisiter ces différents problèmes de bandits sous deux angles. Tout d'abord, obtenir des garanties optimales pour les algorithmes proposés et ensuite se préoccuper également des bonnes performances des algorithmes en temps fini sur des benchmarks réalistes pour différents types d'applications. Le regain d'intérêt pour ces modèles, je dirais, date des années 2000-2010 pour tout un tas d'applications à des problèmes de recommandation de contenu en ligne, par exemple. Parmi un certain pool de publicités, on a envie de vous montrer celle sur laquelle vous avez le plus de probabilité de cliquer. Mais ce ne sont pas ces problèmes-là qui m'intéressent, ainsi que mes collègues. Il y a pas mal de raffinements du modèle de bandit qui sont inspirés par d'autres types d'applications, par exemple en agriculture, recommander une pratique agricole. Et ce genre de distribution sont des distributions beaucoup plus compliquées que des distributions de j'ai cliqué ou j'ai pas cliqué. Plus récemment, je me suis beaucoup intéressée aux applications dans le domaine de la santé. Je suis par exemple impliquée dans un projet où on essaye de faire du suivi de patients en utilisant ces genres de techniques adaptatives. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la réelle application de ces algorithmes de bandits au contexte des essais cliniques, dans le contexte de la vaccinologie. Ce que j'adore dans mon métier, c'est la nouveauté. Enfin, c'est le challenge
de se poser constamment de nouvelles questions, de beaucoup s'enrichir des discussions avec les doctorants qui au début découvrent le sujet et ensuite nous surpassent dans plein de domaines. Et j'ai vraiment toujours été motivée par des collaborations interdisciplinaires. Discuter avec des gens qui ont vraiment besoin de nos technologies, c'est quelque chose de très motivant. On se pose de nouveaux problèmes, on les résout et donc c'est une boucle qui est très passionnante au quotidien. C'est un grand honneur, une belle distinction pour ces travaux et je voudrais en profiter pour remercier tous les collègues très talentueux avec qui j'ai travaillé, tous les doctorants avec qui on a pu faire toutes ces belles choses qui reçoivent aujourd'hui la médaille de bronze du CNRS. J'appelle donc Clarisse Danins, directrice du Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille, à venir prononcer quelques mots. Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Bien, c'est vraiment un honneur et un plaisir que je suis là aujourd'hui pour féliciter Émilie pour la médaille de bronze que lui a décernée le CNRS. Plaisir que je partage bien sûr avec Émilie et toute sa famille qui est présente. Recevoir la médaille de bronze du CNRS, c'est un moment important, car c'est une véritable reconnaissance du travail de recherche réalisé ces dernières années. Et en tant que directrice d'unité de recherche telle que Cristal, c'est vraiment une très grande fierté d'avoir une médaillée au sein de son unité. Tous les directeurs et directrices d'unité ne peuvent pas avoir cette chance, n'ont pas cette chance-là. Et pour cela, je te remercie, Émilie, parce que du coup, je suis chanceuse aujourd'hui. Je te remercie toi, et je remercie le CNRS aussi d'avoir identifié ces beaux travaux et de les mettre en avant, parce qu'ils le méritent. Donc Émilie a rejoint l'équipe Cristal en 2015 en tant que chargée de recherche, donc l'équipe Sequel à l'époque, devenue School maintenant, après une thèse en statistique réalisée à Télécom Paris Tech, un peu en co-direction avec Rémi Munoz également, qui était déjà à Lille aussi. Et déjà, Émilie a reçu un prix de thèse pour ses travaux de doctorat, donc ça laissait déjà présager une très très belle carrière. Dans le film, on a déjà vu pas mal de choses sur les travaux d'Émilie, sur leur application. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'au fil des ans, Émilie est devenue experte des bandits. Attention, ici, je ne parle pas vraiment d'histoire de bandits, de Far West, d'autres histoires qu'Émilie pourrait raconter à Pascal et Lucas, ses deux fils. Mais je parle bien d'algorithmes avancés pour la prise de décision dans les systèmes environnements, dans les environnements stochastiques, dans le domaine de l'incertain, et plus précisément pour les systèmes de recommandation. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'Émilie a travaillé sur l'analyse formelle des propriétés de l'algorithme d'échantillonnage de Thomson et qu'elle est connue et reconnue comme étant l'une des pionnières dans ce domaine, l'une des pionnières à avoir développé des travaux très novateurs sur le sujet. Émilie et ses collaborateurs ont introduit des techniques fondamentales pour l'utilisation de ces algorithmes séquentiels, donc de type bandit, pour des problèmes de test, et on l'a vu avec des applications, on parlera par la suite. Il s'agit d'une approche de problème de bandit différente de celle qui a été étudiée et utilisée précédemment dans la communauté scientifique, et il y a une réelle rupture entre les travaux d'Émilie et ce qui se faisait précédemment. Ça a eu un réel impact dans la communauté et ces travaux sont devenus références dans l'utilisation des méthodes de bandit. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Émilie explique ça beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas paraphraser plus. Et elle a sa capacité à expliciter ces sujets complexes et des qualités pédagogiques qui sont très appréciées de ses collègues et de ses doctorants notamment, mais pas que. Vous trouvez peut-être que les travaux d'Émilie sont théoriques. C'est un peu le cas quand même. Mais Émilie s'intéresse également fortement aux applications. Elle en a cité dans la vidéo. Alors, lorsqu'on parle système de recommandation, intuitivement vient tout de suite les recommandations publicitaires. Bon, ce n'est pas forcément le plus intéressant de ces applications. Par contre, lorsque l'on parle de planification de tests, de planification d'essais cliniques, là, on voit la portée des applications. Et pour justement développer ces applications, Émilie a travaillé plusieurs fois avec des entreprises, mais elle garde une forte motivation pour la recherche académique et il est important que nos chercheurs restent aussi dans nos labos.
Bon, on ne va pas le cacher, Émilie, on ne se connaît pas beaucoup hein, mutuellement, donc j'ai un peu sondé autour de tes collègues parce que Cristal est une grande famille, nos thématiques ne sont pas si proches et nos bureaux non plus, donc on ne se croise pas souvent. Donc pour préparer ce discours, j'ai questionné tes plus proches collaborateurs. Ce sont eux qui te côtoient au jour le jour. Et j'avoue que ça m'a permis de mieux te connaître, d'apprendre différentes choses sur toi et de te découvrir en fait. Donc j'ai apprécié finalement préparer ce discours parce que ça m'a permis de découvrir une belle personne. Alors j'ai par exemple appris que tu as passé ton HDR au moment du Covid. Et là c'était un peu triste, seul en visio dans ton salon. L'HDR c'est quand même un moment important aussi dans une carrière et le vivre seul, ça a sans doute été frustrant. Donc j'espère que la soirée d'aujourd'hui, soirée au cours de laquelle tu es mise à l'honneur, viendra un petit peu combler ce manque peut-être de partage que tu aurais pu vivre au moment de ton HDR et pour lesquels tu as été privée. Au sein de ton équipe, Émilie, tu es une personne fédératrice. Tout d'abord sur le plan de l'innovation scientifique sur lequel tu t'investis, mais aussi sur le partage des tâches liées à la vie de l'équipe. Tu as également apparemment toujours plein d'idées pour organiser des moments conviviaux, n'hésitant pas à inviter jusque chez toi des membres de l'équipe autour d'une raclette, de crêpes. Moi, je suis preneuse. Hein. D'un bon jeu de société, aussi. Mais vraiment, ce qui ressort, c'est que tu as à cœur que ta relation avec tes collègues soit sereine, fluide, bien sûr, relation de travail, mais ça va au-delà. Tes doctorants sont unanimes pour dire qu'ils ont trouvé en toi une encadrante et directrice de thèse d'une gentillesse et d'une bienveillance permanente, toujours souriante et disponible pour discuter. Une encadrante qui propose un cadre de travail idéal à ses étudiants. Tu restes pour certains une source d'inspiration pour la suite de leur carrière professionnelle, montrant que l'on peut réussir à la fois sa vie professionnelle de façon éthique et sa vie personnelle et familiale. C'est sur ce dernier point que je vais conclure. Émilie, 2024 sera pour toi une grande année, car au-delà de cette médaille, cette année est aussi synonyme de l'arrivée de Lucas, votre deuxième petit garçon. Quelle femme épanouie tu es, au travail, en famille, avec le projet de cette maison ou appartement, je ne sais plus, que vous rénovez pour accueillir votre famille. Bravo pour tout cela. Merci à toi de montrer que la recherche en informatique est aussi une histoire de femme. Il est possible pour chacune de nous d'y trouver un lieu d'épanouissement. J'espère sincèrement que ton exemple permettra à d'autres jeunes filles de se projeter. C'est important pour les équipes de recherche de rassembler hommes et femmes autour des mêmes intérêts scientifiques. Et pour ce qui est de la jeune génération, je ne me fais pas trop de soucis concernant ton implication, puisqu'il paraît, et je tiens cela de source sûre, que Pascal a déjà le droit, le soir, avant de s'endormir, à des histoires un peu particulières, Deep Learning for Babies. Ok. J'étais pas loin, j'étais presque bien informée. J'ai vérifié que ça existait. Quand je disais tout à l'heure que tu racontais des histoires à tes enfants, des histoires de bandits, finalement, je n'étais pas si loin. Émilie, au nom de Cristal, je te renouvelle toutes mes félicitations pour cette belle distinction. Merci à toi de faire rayonner l'unité, mais avant tout, je te souhaite de profiter pleinement de ce moment qui est le tien. Bravo. Merci Clarisse. J'invite donc maintenant Isabelle Keinec, directrice adjointe scientifique de CNRS Sciences Informatiques, à prononcer quelques mots. Merci. Ça va être difficile de passer maintenant parce que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Chers collègues, chère Émilie, j'ai le grand plaisir et l'honneur de te remettre aujourd'hui, au nom de notre PDG Antoine Petit, la médaille de bronze qui récompense les premiers travaux d'un chercheur ou d'une chercheuse prometteuse dans son domaine. Donc, tu travailles sur les modèles de bandits. J'avoue que je ne savais pas ce que c'était, ce n'est pas mon domaine scientifique. Donc, si vous êtes comme moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Internet, j'ai tapé au hasard algorithme de bandits, j'ai regardé ce que c'était. Alors, je tombe au hasard sur une page intitulée « Introduction aux algorithmes de bandits ». Je dis, c'est le bon endroit, je vais savoir ce que c'est qu'un algorithme de bandits. Et là, je découvre
une page écrite par un prof agrégé en MP2I au lycée Kléber à Strasbourg. Et je lis au bout de 5 lignes. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'explications mathématiques. Je vous conseille plutôt ce petit article datant de 2017 en français, écrit par Émilie Kaufmann. Alors, bon, il y a le lien. Et là, je me dis, bon, ben, très bien, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un bandit, c'est pas expliqué. Mais manifestement, tu as dépassé les frontières du CNRS et du monde de la recherche. Bon, c'est un peu triché parce que j'ai quand même regardé qui était ce jeune homme, professeur agrégé au lycée Kléber, et c'est un ancien de tes doctorants. Bon, donc finalement, voilà. Bon, je continue quand même de chercher ce que c'est qu'un bandit. Alors, avant de trouver l'explication que ça renvoie aux machines à sous, au fameux bandit manchot en anglais. Donc, ce que tu as expliqué beaucoup mieux que je ne vais le faire. L'idée étant de découvrir quelle machine va me donner le plus de chances de gagner, si possible beaucoup, et que ce problème s'avère en fait très générique et symbolique dans de nombreuses applications pour optimiser ce compromis entre de l'exploration et de l'exploitation, donc par essai-erreur. Donc l'idée, c'est qu'en tentant sa chance sans connaissance, on apprend petit à petit à exploiter par les essais précédents pour augmenter ses gains. En même temps, comme je n'ai jamais joué dans un casino, je n'ai pas eu l'occasion de tester. Bon, bref, toi, tu travailles sur les bandits à plusieurs bras. Et donc, la question suivante, c'est à quoi ça sert? Donc, c'est aussi ça que je suis allée chercher. Et donc, j'ai découvert que ça pouvait servir certainement à choisir les publicités, mais surtout à soigner un maximum de patients atteints d'une même pathologie au moyen de plusieurs traitements disponibles, à améliorer le comportement d'un véhicule autonome ou à optimiser une consommation de réseau. Bref, ça sert partout, même si on ne le voit pas. Bon, là, c'est le moment où je devrais vous expliquer les contributions d'Émilie, mais je ne me risquerai pas. Notez malgré tout qu'elles ont permis des avancées majeures dans la compréhension théorique donc des théorèmes d'allocation de ressources ou d'optimisation de politique grâce aux méthodes et algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, tu as démontré des résultats fondamentaux, entre autres sur la complexité de l'échantillonnage nécessaire et ou suffisant à l'optimalité d'une politique, et que cela se traduit notamment par des bonnes degrés ou de manière équivalente à des gains. Donc il s'agit de contributions à très fort impact, en particulier sur des questions reconnues difficiles comme l'identification de politiques optimales, le plus rapidement possible ou sous budget contraint, ou encore sur l'estimation dynamique de l'environnement. Et donc s'il n'existe pas encore de résultats définitifs d'optimisation, tes contributions sont reconnues comme des références incontournables dans l'état de l'art. Mais revenons au début de l'histoire. Donc tu commences par une prépa au lycée Kléber à Strasbourg. Tiens, c'est bizarre, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure quand même. Des études à Cachan, une thèse à Paris, à Télécom Paris Tech. Alors avec 3 encadrants localisés donc Paris, Toulouse et Lille. Donc je voudrais savoir comment tu as géré pendant ta thèse ce tour de France des encadrants, en plus des week-ends en rentrant à Strasbourg. Bon. Je continue. Donc après la thèse en 2014, pour laquelle donc, tu as eu le prix de thèse Jacques Neveu, ça a été cité. Tu n'as même pas le temps d'aller faire un petit tour ailleurs, tu es recruté au CNRS, affecté au laboratoire Cristal, donc en 2015. Dès ta première année, tu te retrouves opponente dans une thèse suédoise, ce qui est déjà remarquable. Tu commences à enseigner, tu obtiens une bourse de thèse pour ton premier doctorant, avec qui d'ailleurs tu as eu un Best Paper Award, et tu accueilles pendant 2 mois une doctorante de Northeastern University. Ce n'est que l'année de stage. Maintenant, 10 ans après la thèse, l'ensemble de tes contributions du point de vue de la qualité scientifique et de la recherche est impressionnant. Et il est important de noter de surcroît que tes travaux de recherche, par nature fondamentale, sont motivés, et ça a été dit, par des problèmes très concrets, en allocation séquentielle de ressources ou dans le domaine de la santé, donc sur le développement de médicaments, le repositionnement de traitements pharmacologiques, entre autres. Et tu es d'ailleurs impliqué dans un projet ANR portant sur le suivi des chirurgies bariatriques porté par le CHR de Lille. Bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais tu as passé ton HDR, donc Clarisse l'a cité, tu publies, tu es impliqué dans de nombreux projets qui financent ta recherche, tu enseignes, tu encadres. Donc déjà une dizaine de thèses à ton actif. Alors c'est bizarre, je me suis renseignée aussi et j'ai exactement eu les mêmes retours que Clarisse, à savoir on n'a fait que me parler de ta bienveillance permanente, de ta disponibilité, des sources d'inspiration, que tu es un exemple éthique et d'organisation du travail. Bon, c'est peut-être l'effet des pâtisseries alsaciennes que tu rapportes des séjours de Strasbourg ou des fameuses soirées crêpes et jeux de société avec lesquels tu achètes tes doctorants pour qu'ils disent du bien de toi. Bon.
Bon, je ne t'ai pas parlé de ton réseau de collaborateurs national et international, donc ta visibilité qui est déjà remarquable avec des interventions comme oratrice invitée dans des workshops et des grandes conférences du domaine, telles qu'ICML et 3II. Ton travail est également reconnu dans la communauté française, puisque tu as déjà eu l'occasion de faire une conférence plénière au GRETSI et aux journées statistiques, donc à la fois côté informatique et côté mathématique. Bon, juste comme cela, ton dossier est vraiment impressionnant. Mais il faut en plus dire que tout cela s'est fait avec un petit garçon de 4 ans, maintenant, un congé maternité, un congé parental, et qu'en plus tu es à 80%. Donc j'imagine que tu as calculé ça sur 7 jours, pas sur 5. Et en même temps, donc, bon, tu lui racontes des histoires le soir, je ne reviens pas, tu le prépares pour l'avenir. Voilà, en résumé, tu es une chercheuse brillante, particulièrement créative, fortement impliquée dans toutes les facettes de ton métier, passionnée, passionnante. Tu as déjà obtenu des contributions foisonnantes et diverses, et le laboratoire Cristal a bien de la chance d'avoir une chercheuse telle que toi, de grand talent avec de grande qualité humaine. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, pour ton engagement pour ta science et son articulation avec nos enjeux sociétaux, pour l'excellence et la créativité de tes travaux, que tu mérites sans conteste cette médaille de bronze qui te récompense des chercheurs tels que toi, qui sait partager les résultats, de l'enthousiasme, et qui, j'en suis sûre, fait aussi rêver et sensibiliser les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, et attirer les futures générations dans nos disciplines. Et je te remercie. Oui, je viens aussi. Désolée pour les notes, les scientifiques ici savent que plus c'est court, plus c'est difficile. Donc je me suis permis ce luxe que je me permets rarement en conférence, c'est d'avoir des notes. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer ce petit discours par un merci. Donc merci à Clarisse et à Isabelle pour vos mots qui m'ont beaucoup touchée. Merci évidemment au CNRS pour m'avoir fait confiance il y a bientôt 10 ans et pour me remettre aujourd'hui cette belle récompense. En tant que chercheuse en apprentissage par renforcement, habituellement, c'est plutôt mes algorithmes que j'entraîne à collecter des récompenses. Mais ce soir, il va falloir parler un petit peu de moi. Alors, cette médaille est un grand honneur, comme je l'ai dit dans la vidéo, et aussi une surprise. Quand Adeline Nazarenko m'a appelée en février dernier pour me l'annoncer, j'avoue m'être d'abord demandé ce qu'elle pouvait bien me vouloir. Plus précisément, j'ai d'abord pensé que l'INS2I devait avoir besoin de moi pour un quelconque comité et qu'elle voulait être sûre que je ne dise pas non. C'est vrai qu'en tant que femme en informatique, on est parfois un peu sursollicité, d'où cette réaction. Mais là, bien sûr, je n'ai pas dit non. Cette médaille m'a donné l'occasion de discuter avec une journaliste scientifique et aussi de tourner la petite vidéo que vous avez vue, qui était une expérience très amusante pour mes collègues également. J'en profite pour remercier au passage le service communication de la DR18 pour leur super travail, tant pour la vidéo que pour l'organisation de cette belle soirée. La vidéo explique un petit peu le contexte de mes travaux, mais je ne me résiste pas à l'envie de vous parler encore un petit peu de science. Alors, pourquoi cette médaille? C'est grâce, comme on l'a entendu déjà plusieurs fois, à ces fameux modèles de bandits que l'on peut voir comme un casino où on a plusieurs machines à sous, donc les fameux bandits dont on peut tirer les bras. Et l'idée est de bien choisir comment tirer successivement ces bras pour remplir un certain objectif. Bien sûr, les récompenses sont aléatoires, et c'est là que les probabilités et les statistiques entrent en jeu, et non ma grande expérience des casinos qui, je pense, se borne à ces 2 uniques visites, où je n'ai d'ailleurs fait que prendre des photos. Un des apports de mes travaux, en collaboration avec différents collègues, a été d'identifier la complexité de certains problèmes dits d'exploration pure et de proposer une nouvelle famille d'algorithmes qui minimisent le nombre d'essais nécessaires pour résoudre une certaine tâche d'exploration. Pour donner un exemple concret d'une telle tâche, imaginons une situation de pandémie de Covid-32
où plusieurs traitements déjà commercialisés sont pressentis pour peut-être soigner la maladie, et où les différentes compagnies pharmaceutiques qui les détiennent décident d'organiser ensemble un essai clinique plutôt que de faire chacun dans son coin un essai de son propre traitement contre un placebo. Donc situation quelque peu hypothétique, mais cet essai serait en plus adaptatif, c'est-à-dire que pour chaque patient, on pourrait décider quel traitement, quel bras, tester en se basant sur les résultats observés précédemment dans l'essai. Dans ce contexte, nos méthodes permettraient de minimiser le nombre de patients qui devraient participer à l'essai afin de déterminer avec un certain niveau de confiance quel traitement est le plus efficace. Mon temps passé dans l'équipe School m'a aussi donné l'occasion de m'attaquer à des problématiques plus complexes d'apprentissage par renforcement. En apprentissage par renforcement, un agent, par exemple un robot, cherche à maximiser là aussi une somme de récompenses, mais ces récompenses ne dépendent plus uniquement des actions choisies, mais aussi de l'évolution de l'état du système, par exemple de la position du robot. Et cet état évolue aussi avec les actions choisies, ce qui crée un degré de complexité supérieur. L'apprentissage par renforcement est une technologie qui a le vent en poupe. Citons par exemple son utilisation possible pour la calibration des agents conversationnels, donc ce que le grand public appelle les IA, afin de leur faire générer des conversations qui sont jugées correctes par des humains. Une manière d'encoder ceci est justement d'associer une récompense à chaque réponse de l'agent. Mais dans cette application, comme dans beaucoup d'autres, il n'est pas facile de définir tout de suite la bonne récompense pour générer le comportement souhaité par l'agent. Et il peut être intéressant d'entraîner plutôt l'agent à comprendre les dynamiques de son environnement, c'est-à-dire comment son état évolue avec les actions choisies. De la même façon qu'un jeune enfant comprend peu à peu comment marche le monde et réussit ensuite à résoudre des tâches très diverses. Cette idée est présente dans un problème que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques années, le problème dit de l'exploration sans récompense. Je l'ai découvert par hasard au cours d'un groupe de travail qu'on avait organisé en visio pendant le Covid avec des collègues, où j'ai découvert plein de papiers intéressants d'apprentissage par renforcement. Donc dans ce problème, on permet à l'agent de faire autant d'essais qu'il veut dans son environnement, d'essais-erreurs, afin d'être capable, après cette période d'exploration initiale, de trouver le comportement optimal par rapport à n'importe quelle fonction de récompense qu'on lui donnerait a posteriori. Donc on a cette idée d'être capable de résoudre plusieurs tâches d'un seul coup. Si on reprend l'exemple du bébé, qui m'a pas mal occupé, comme on l'a compris, ces 5 derniers mois, il est bien connu des parents que la première grande étape de la motricité de l'enfant est le moment où il se retourne. Et pour les motiver, il est conseillé aux parents de placer autour d'eux des jouets colorés, qui jouent le rôle de récompense. Et dans un premier temps, en effet, les enfants cherchent à attraper ces récompenses. Mais ensuite, on s'aperçoit en les enlevant que l'enfant va continuer à répéter les mêmes mouvements. Et c'est parce qu'en fait, c'est le mouvement lui-même qui l'intéresse et non plus la récompense associée. Cette motivation intrinsèque est la clé pour apprendre à réaliser des tâches variées chez les humains et est beaucoup plus difficile à insuffler à des algorithmes. Ce qu'on peut faire pour la remplacer est de placer des récompenses variables dans différents états pour que l'agent apprenne à aller dans toutes les régions intéressantes, ce qui lui permettra ensuite de comprendre comment maximiser différentes fonctions de récompense. Et c'est ce que font donc des algorithmes d'exploration sans récompense que nous avons proposés avec des collègues et aussi d'autres de la littérature. Je pourrais bien sûr vous lister les nombreuses questions ouvertes qui m'intéressent dans ce domaine ou dans d'autres, mais comme j'ai déjà été assez longue, je trouve, je vais conclure ce discours en disant un énorme merci à tous les collègues talentueux avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et de manger des crêpes, on l'a compris. Je pense en particulier donc aux 3 fées qui se sont penchées sur mon berceau, comme on en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Je pense également à tous mes doctorants et maintenant docteurs, à tous les chercheurs avec lesquels je les ai co-encadrés, à tous les membres de l'équipe Sequel puis School, passés ou présents. Merci à tous mes collègues de l'environnement lillois qui ont fait le déplacement ici. Et merci à ceux qui sont venus d'un peu plus loin, en particulier merci à ma maman, à mes bros Stéphane et Arthur, à mes beaux-parents d'être venus.
Merci pour votre soutien sans faille et pour tout ce que vous m'avez inculqué. Merci enfin à Romain pour tout. Et merci à nos 2 fils qui me rappellent chaque jour à quel point le cerveau humain est formidable et dépassera toujours mes algorithmes. Merci beaucoup. J'invite donc Vanessa, Olivier, Isabelle et Clarisse à revenir sur scène pour la photo. Au scotch. Alors pour cette dernière partie de cérémonie, je vais demander donc à Vanessa de revenir sur scène. Et effectivement, en fait, elle souhaitait mettre en lumière 2 autres médaillés CNRS qui ont récemment reçu aussi leur récompense dans le cadre d'un cristal collectif lors d'une cérémonie qui s'est passée à Montpellier. Il s'agit d'Adeline Daniels, assistante ingénieure en virologie, et Audrey Taricone, qui est ingénieure en criblage antiviraux, toutes 2 au CI2L. Alors, chère Audrey, chère Adeline, on triche un tout petit peu, mais on va se faire plaisir. Le cristal collectif vous a déjà été remis il y a quelques semaines avec l'ensemble de vos co-lauréats à Montpellier, mais la délégation des Hauts-de-France ne pouvait pas se priver de vous féliciter à son tour et souhaitait vraiment vous mettre à l'honneur dans votre territoire et au plus près de votre unité de recherche, de vos collègues et de vos proches. Le projet ViroCrib est né en 2021 suite à la fameuse pandémie de coronavirus. Cette infrastructure est dédiée au criblage de virus pour établir des chaînes complètes d'antiviraux sur la base de modèles innovants comme des épithéliums respiratoires humains ou mini-poumons. Cette vaste coopération, consolidée en plateforme, réunit aujourd'hui 4 centres majeurs, le C2IL à Lille, votre unité, le Centre international de recherche en infectiologie de Lyon, le Centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse et l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie de Montpellier. La plateforme a permis l'identification de plusieurs modèles efficaces contre le coronavirus. Ce qui fait la force de ViroCrib, c'est la création de procédures standardisées garantissant la qualité et la reproductibilité des résultats obtenus par les différents partenaires de ViroCrib. En effet, ViroCrib a vocation à élargir aujourd'hui ses expertises et modèles en intégrant d'autres équipes de recherche et plateformes au sein du consortium. ViroCrib pourra être très rapidement mobilisé à tout moment pour répondre même dans l'urgence à l'arrivée d'un nouveau virus, et cela sera rendu possible grâce à tous les outils qui auront été mis en place et qui seront très facilement exploitables, même en période de crise. C'est donc à ce très grand projet que vous avez participé, Adeline et Audrey, chacune avec votre expertise et votre savoir qui se sont conjugués aux expertises et aux autres savoirs pour arriver à ces beaux résultats. Parce que c'est ça la recherche, et c'est ça la beauté de ce cristal collectif. C'est la recherche, c'est la mise en commun et la coopération de tous les acteurs et de nombreux acteurs, qu'ils soient chercheurs ou personnels d'appui et de support. Et ce cristal collectif reconnaît profondément le caractère immanquablement coopératif de la recherche. Adeline, vous êtes assistante ingénieure au CNRS et dans le cadre de ce consortium, vous avez travaillé sur la mise au point de criblage phénotypique des antiviraux. C'est pas du tout mon domaine, donc là je récite. Sur le projet ViroCrib, vous avez mis au point la culture des coronavirus disponibles au sein du C2IL dans le but de cribler les molécules disponibles sur le campus Pasteur de Lille. Diplômée technicienne des laboratoires en analyse biomédicale à l'Institut de formation des techniciens en analyse biomédicale de Tours, vous avez enchaîné 2 expériences en tant que technicienne en élevage et production animale, puis en équipe de recherche en immunologie à Orléans. Vous avez ensuite obtenu le concours CNRS de technicienne en élevage et production animale en 2009. Et 3 ans plus tard, vous effectuez une mobilité pour rejoindre l'équipe de virologie moléculaire et cellulaire de Jean Dubuisson à Lille. Audrey,
Vous êtes ingénieur d'études au CNRS, vous êtes arrivé en janvier 2023, titularisé suite à un concours CNRS afin de renforcer l'équipe virologie moléculaire et cellulaire du C2IL, notamment dans l'automatisation des criblages phénotypiques de molécules antivirales sur différentes familles de virus. Si je reviens un peu sur votre parcours, vous avez obtenu un master dans les sciences biotechnologiques pour la santé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et forte de 5 ans d'expérience professionnelle sur une plateforme analytique de recherche en santé et immunologie au CHU de Bordeaux. Vous avez été recruté en CDD par le CNRS en 2021 sur la plateforme Ariadne, criblage des plateformes en biologie de santé de Lille. Ce qu'on peut retenir de vos parcours, c'est qu'ils sont très riches de mobilité, à la fois des mobilités dans vos objets de travail, sur les sujets de recherche que vous avez accompagnés, mais également des mobilités géographiques qui enrichissent les unités que vous avez rejointes. Le cristal collectif dont vous êtes lauréate est la juste récompense de votre implication, de votre savoir-faire, et également une récompense qui fait rayonner le projet ViroCrib et votre unité, le C2IL et la délégation des Hauts-de-France. Je vous adresse donc une seconde fois, au nom du président-directeur général, M. Antoine Petit, toutes mes félicitations. Adeline et Audrey, peut-être, venez sur scène pour une photo. Olivier, je t'invite aussi également à venir sur scène. Je vous prends. Ici s'achève donc la cérémonie 2024 des médailles du CNRS pour les Hauts-de-France. Je vous remercie toutes et toutes d'avoir tenu jusqu'au bout. Et du coup, je vais juste demander aux lauréates et aux lauréats de rester avec nous pour la photo finish, tous ensemble. Et puis pour les autres, je vous invite à aller boire un verre au niveau du cocktail, au niveau du hall. Bonne soirée.